Le 8 juin de cette année, quelque chose s'est produit dans une région du globe qui tient désormais en éveil les géologues du monde entier. Un violent coup au large des Philippines, une vague d'inquiétude s'est instantanément propagée de l'Indonésie jusqu'au Japon. Mais pendant que le monde entier regardait les façades effondrées et les bilans des victimes, les scientifiques, eux, observaient autre chose. Les données qui s'accumulaient depuis des mois avant ce moment. Et ce qu'ils ont vu les a amenés à ne plus parler d'un seul événement isolé, mais d'une région tout entière qui entre dans une nouvelle phase d'activité. Des pays représentant des centaines de millions d'habitants se trouvent sous la menace. Les scénarios élaborés en ce moment même dans les centres de recherche de Singapour, des États-Unis et d'Allemagne décrivent des conséquences qui vont bien au-delà des côtes, pour le commerce mondial, l'énergie et la logistique de toute l'Asie. Nous avons étudié les rapports préliminaires et les publications scientifiques récentes, et nous avons trouvé plusieurs détails dont les médias n'ont pas soufflé mot. Tout cela maintenant. Le 8 juin, à 7h37 du matin, heure locale. Les Philippines, un paradis tropical où beaucoup rêvent de s'installer. C'est à ce moment précis qu'a débuté là-bas un événement certes pas si rare pour cette région, mais disons-le, d'une ampleur que personne n'attendait. Les premiers à capter le signal ont été les capteurs en Allemagne. Le centre allemand de géosciences a affiché sur ses écrans le chiffre de 8,2. C'est presque une catastrophe à l'échelle planétaire. Les agences de presse se sont immédiatement emparées de ce chiffre et l'ont diffusé dans le monde entier. L'épicentre se trouvait dans la mer des Célèbes, à 51 km de la ville de General Santos, l'une des plus grandes villes du sud des Philippines. Un port, un centre industriel. 1,5 million de personnes dans l'agglomération. Ce qui s'est passé dans les premières minutes ressemblait aux images d'un film catastrophe. Au centre-ville, la façade d'un immeuble de bureaux de 4 étages s'est effondrée. Il abritait une station de radio populaire. Des tonnes de débris se sont retrouvées au milieu de la rue, sous lesquelles des personnes étaient ensevelies. Dans un autre quartier de la ville, un bâtiment scolaire s'est effondré. Un pont stratégique a été endommagé. Dans la province de Davao del Sur, 2 hôpitaux ont été touchés par l'onde de choc. L'aéroport de la ville a fermé en l'espace de quelques minutes. 17 vols intérieurs ont été annulés. Les lumières se sont éteintes dans des dizaines de quartiers. Internet a disparu. Les communications téléphoniques ont été coupées. Et c'est là que se situe le moment le plus effrayant. 5 minutes après la secousse, à 7h42 exactement, la première vague de tsunami avait déjà atteint le rivage. La mer s'est avancée sur la terre ferme avant même que beaucoup de gens aient eu le temps de comprendre ce qui venait de se passer. Des alertes au tsunami ont été émises pour 9 provinces côtières. Le président du pays a ordonné une évacuation massive. Des milliers de personnes ont abandonné leurs maisons et ont fui loin de l'eau. Les gardes-côtes ont déclenché le niveau d'alerte rouge. À 11h du matin, les sismologues avaient déjà enregistré 138 répliques. 9 d'entre elles ont été ressenties physiquement. La plus puissante, survenue 2 heures après le choc principal, a atteint une magnitude de 6,5. En soi, cela aurait déjà constitué un séisme sérieux pour la majorité des pays. Et puis est venu s'ajouter un élément inattendu. L'onde de danger ne s'est pas arrêtée aux Philippines. Des alertes au tsunami ont été émises pour l'Indonésie, la Malaisie et le Japon. 3 États représentant au total près de 400 millions d'habitants. Mais c'est là que commence la partie la plus intéressante. Car l'histoire de la magnitude n'est pas seulement une question de précision technique. Derrière ces chiffres se cache quelque chose de bien plus important, ce qui se passe réellement dans cette région. Et pourquoi maintenant ? Le 19 janvier de cette année, dans la province de Sultan Kudarat, un essaim sismique a débuté. C'est lorsque la Terre ne tremble pas en un seul grand choc, mais frémit sans cesse, des centaines et des centaines de petites secousses à la chaîne. Au départ, cela semblait parfaitement ordinaire. Mais l'essaim ne s'arrêtait pas. 1 semaine, 1 mois, 5 mois. Au 8 février 2026, l'Institut philippin de sismologie avait enregistré 3570 séismes sous-marins dans ce secteur. Prenez le temps de mesurer ce que cela représente. Au pic d'activité, les 27 et 28 janvier, les instruments enregistraient jusqu'à 830 séismes par jour. C'est plus de 34 secousses par heure. Ce même 28 janvier, la province a connu une série de 4 séismes puissants, l'un après l'autre, en l'espace de 7 heures. Les habitants ne comprenaient pas ce qui se passait. Un peu plus tard, l'essaim s'est calmé. Mais le calme n'a pas duré longtemps. En mai 2026, environ 3 semaines avant le choc principal, le service géologique américain a enregistré aux Philippines un nouveau séisme, magnitude 6,1. En lui-même, cet événement n'a provoqué aucune destruction et a été qualifié de moins significatif dans les bulletins d'information. Presque personne ne l'a remarqué. Or, ce sont précisément ces secousses modérées, sans grandes conséquences, que les sismologues considèrent comme le signe que la tension tectonique
dans la région continue de s'accumuler et non de se dissiper. La vraie surprise est venue d'un volcan, le Taal. Il est situé à seulement 50 km au sud de Manille. Le 4 juin 2026, à 1h du matin, le Taal a projeté une colonne de cendres jusqu'à une hauteur de 900 mètres. Cela s'est produit 4 jours avant le séisme principal. Coïncidence ? Les scientifiques se gardent d'établir un lien de causalité directe. Mais le fait est là. La région était en état d'activité croissante sur tous les fronts. Parlons maintenant de l'endroit précis où la Terre s'est déchirée et de la raison pour laquelle les chiffres communiqués par différentes agences divergent autant, de 7,0 à 8,2. L'épicentre se situait au-dessus de la fosse de Cotabato, une gigantesque fissure sous-marine longeant la côte ouest de Mindanao, où une portion du plancher océanique plonge sous une autre. C'est là, à une profondeur comprise entre 10 et 35 km, les agences divergent là aussi sur ce paramètre, qu'une rupture de la roche s'est produite. La zone de cette rupture s'est étendue sur environ 150 km le long de la fosse. Pourquoi le Centre allemand de géosciences a-t-il annoncé 8,2, le service géologique américain 7,8, l'agence européenne 8,1, tandis que les Philippines elles-mêmes ne donnaient initialement que 7,0. Ce n'est ni une erreur, ni du travail bâclé. Les différentes agences utilisent des méthodes de calcul différentes, des réseaux de capteurs différents et des fenêtres d'analyse temporelle différentes. Mais le véritable débat porte sur la profondeur du foyer. Le service géologique américain indique 35 km, tandis que le Centre allemand de géosciences et l'agence européenne n'en annoncent que 10. C'est fondamentalement important. Plus le foyer est superficiel, plus l'impact en surface est destructeur à magnitude égale. Fait intéressant, dès février 2025, un groupe de scientifiques avait publié une étude sur le potentiel sismique des 26 plus grandes villes des Philippines. Ils avaient calculé ce qu'ils appellent un score de maturité sismique, permettant d'évaluer dans quelle mesure chaque ville était mûre pour un prochain séisme majeur. En tête du classement préoccupant figuraient Tacloban avec 71%, Cagayan de Oro avec 69% et la région métropolitaine de Manille avec 62%. General Santos n'affichait alors que 27%, Davao seulement 9%. Selon tous les calculs, ces deux villes du Sud étaient à considérer comme les moins exposées à court terme. Le 8 juin, tout a basculé. C'est précisément General Santos qui a subi une intensité de secousse supérieure à 7 sur l'échelle nationale, qualifiée de destructrice par définition. La zone même que les scientifiques considéraient comme relativement calme a produit un choc d'une puissance maximale. Cela ne signifie pas que les scientifiques se sont trompés. Leur méthode évalue une probabilité statistique. Elle ne prédit pas un moment et un lieu précis. Mais cela illustre l'essentiel. La fosse de Cotabato était depuis longtemps surveillée comme une structure potentiellement dangereuse, capable de générer des séismes atteignant une magnitude de 8,3. Et c'est précisément sur elle que la rupture s'est produite le 8 juin. Il y a un autre fait remarquable. En mai 2026, quelques semaines seulement avant la catastrophe, un atlas détaillé des failles actives de Mindanao a été publié. Il y décrivait notamment la faille centrale d'Igos, longue de 18 km, traversant en plein la ville de Digos. D'après les calculs, cette faille est capable de générer un séisme de magnitude 6,6, avec un effet destructeur de 8 degrés directement sur l'épicentre. L'atlas avait été publié pour guider l'aménagement urbain. Quelques semaines plus tard, Mindanao a été secoué avec une violence incomparablement plus grande. Parlons maintenant de pourquoi tout cela ne concerne pas seulement les Philippines, et pourquoi plusieurs gouvernements de la région se préparent déjà discrètement au pire scénario. Lorsque le séisme du 8 juin s'est produit, l'onde de menace s'est propagée presque instantanément. L'Indonésie a été la première à en ressentir les effets. Les géologues indonésiens avaient déjà inclus dans leurs rapports officiels de 2024 la zone de la fosse de Cotabato dans la liste des sources sismiques actives directement pour ce secteur. La magnitude maximale potentielle y est de 8,3. Dans un tel scénario, les îles Talu et la bande côtière du nord de Sulawesi, avec ses infrastructures portuaires, se retrouvent directement dans la zone d'impact. La Malaisie, l'État de Sabah sur l'île de Bornéo, a également reçu une alerte au tsunami. Là-bas, la menace principale ne vient pas des secousses terrestres, mais du choc de la vague traversant la mer des Célèbes. La hauteur attendue, jusqu'à 1 mètre. Pour un littoral bas au tourisme et à la pêche développée, c'est déjà un dommage significatif. Le Japon se trouve à plus de 3000 km.
Néanmoins, le service météorologique du pays a émis une alerte préventive pour le littoral allant d'Okinawa jusqu'à la préfecture d'Ibaraki. 5 centrales nucléaires japonaises sont situées sur des côtes entrant dans la zone de tsunami potentiel liée à la région philippine. Passons maintenant au scénario le plus alarmant. Il concerne Taïwan, la Chine, le Vietnam et Hong Kong. Et il est lié non plus à la fosse de Cotabato, mais à sa voisine, la fosse de Manille, qui longe la côte ouest de Luçon. Les études de 2025 et 2026 brossent le tableau suivant. Si un méga-séisme de magnitude environ 9,0 se produisait dans cette zone, les vagues de tsunami en mer de Chine méridionale atteindraient 4 mètres sur les côtes de Taïwan et 3,50 mètres à Hong Kong. Et selon les modélisations hydrodynamiques, certaines portions des côtes vietnamiennes et du sud de la Chine pourraient être frappées par des vagues allant jusqu'à 10 mètres. Et ce ne sont pas de simples chiffres alarmants sur le papier. En novembre 2025, l'Observatoire terrestre de Singapour a publié une étude montrant qu'un séisme majeur dans ce secteur endommagerait simultanément 11 ports clés d'Asie du Sud-Est, pétroliers, porte-conteneurs, matières premières, électroniques. La moitié de la production mondiale de semi-conducteurs est concentrée précisément ici. En ce qui concerne Taïwan, il s'y ajoute un problème spécifique. En avril 2025, le score de potentiel sismique pour les séismes de magnitude 6,0 dans les grandes villes taïwanaises était très élevé. L'intensification de l'activité sur Mindanao et dans la zone de la fosse des Philippines pourrait se synchroniser avec les processus internes à Taïwan, où la plaque de la mer des Philippines appuie sur l'île par en dessous. Les Taïwanais se souviennent encore bien d'avril 2024, la Terre y avait tremblé à 7,4. Pour finir, voici quelques éléments qui ont presque entièrement échappé aux médias, mais qui expliquent mieux que tout l'ampleur de ce qui se passe. La fosse de Cotabato a déjà montré de quoi elle était capable. Le 17 août 1976, un séisme de magnitude 7,6 s'y est produit. Ce qui a suivi est entré dans l'histoire comme l'une des plus grandes catastrophes naturelles d'Asie du Sud-Est. Le tsunami a atteint 9 mètres de hauteur. La vague a déferlé sur les rives du golfe de Moro et emporté jusqu'à 8000 vies. Les chiffres exacts n'ont jamais été établis. Des milliers de villages de pêcheurs ont été balayés en quelques minutes. Toute la région a été prise par surprise. Parlons maintenant d'une caractéristique de la zone de faille philippine, dont on ne parle presque jamais. Du nord-ouest au sud-est de tout l'archipel s'étend la grande faille du pays, la zone de faille des Philippines, sur 1200 km. Elle divise littéralement les îles en deux. Cette faille se déplace à une vitesse de 2 à 3 cm par an. En 1990, elle a créé une rupture en surface longue de 125 km. La magnitude était alors de 7,8, la même que celle enregistrée le 8 juin, sauf qu'il s'agissait alors du nord de Luçon. Cette fois, c'est le sud de Mindanao. Cette faille ne sommeille dans aucun de ses segments. Un peu plus d'un mois avant le séisme, les 12 et 14 mai 2026, 2 études scientifiques ont été publiées l'une après l'autre. La première portait sur l'évaluation de la probabilité de liquéfaction des sols. La seconde, sur l'influence du relief montagneux sur l'amplification des ondes sismiques. Les 2 études, formulées différemment, aboutissaient à la même conclusion. Mindanao présente un risque de liquéfaction des sols supérieur à celui de la plupart des autres régions du monde. Et le relief montagneux de l'île amplifie en outre les ondes sismiques dans les vallées et sur les pentes. Le 8 juin, ces 2 effets se sont produits simultanément. De l'eau a jailli du sol à Coronadal City et des glissements de terrain se sont déclenchés dans les zones montagneuses du nord de Mindanao. Et voici un dernier élément dont il n'est presque jamais question dans les médias, mais qui explique mieux que tout pourquoi cette région du globe est si imprévisible. À l'est de l'Indonésie, dans la mer des Moluques, se produit un phénomène que les géologues appellent la double subduction. C'est lorsqu'une seule et même plaque s'enfonce dans le sol simultanément, dans 2 directions opposées. La plaque de la mer des Moluques plonge vers l'ouest, sous l'arc de Sangihe, et simultanément vers l'est, sous l'arc de Halmahera. 2 plaques la tirent littéralement dans des directions opposées, comme dans un bras de fer géologique. Sur toute la surface de la Terre, ce phénomène ne se rencontre qu'en quelques points rares. C'est l'un des processus géologiques les plus rares de la planète. C'est précisément cette zone qui jouxte l'épicentre des événements du 8 juin. Cela signifie que sous la surface de la mer, à quelques centaines de kilomètres de Mindanao, des forces opposées agissent simultanément. Que se passe-t-il avec une roche soumise à des forces contraires pendant longtemps ? Elle accumule des contraintes, puis les libère d'un coup sur tous ses voisins à la fois. Nous continuerons à suivre cette région de près. Je pense que de nouvelles informations ne tarderont pas à arriver. En attendant,
allez jeter un œil à l'une de nos dernières vidéos sur les nouvelles menaces naturelles.